New York, 1er décembre 1983. Enfin, Scarface est présenté en avant-première. Le tout Hollywood se presse alors pour voir ce film à la réputation des plus tapageuses. À 20h, silence radio. Soudain, les lumières s'éteignent. On n'entend plus que la bobine dans le projecteur. Dès la fameuse scène de la tronçonneuse, l'écrivain John Irving, proprement écœuré, quitte la salle. L'actrice, Lucy Bale, venue en famille, dira par la suite à quel point elle a détesté cette projection, pointant du doigt la violence et la grossièreté des dialogues. Dustin Hoffman, quant à lui, se contente de dormir. Dans ce ratage événementiel, un homme fait exception, Martin Scorsese. En effet, à la fin de la projection, le réalisateur de Taxi Driver se tourne vers l'équipe du film et affirme « Les gars, le film est superbe, mais il faut vous préparer, parce qu'ils vont le détester à Hollywood. » L'homme de Little Italy avait vu juste. À sa sortie, Scarface est éreinté par la critique. Trop de violence, trop de gros mots, trop vulgaire. On est loin des films familiales et consensuels plébiscités par le public en ce début des années 1980. Le cinéaste, Brian De Palma, sera même nominé pour le prix du pire réalisateur aux Razzie Awards de 1984. Côté box-office, ce n'est pas le succès tant attendu, parvenant seulement à rentrer dans ses frais. Rien de plus. Un jeu à somme nulle, en quelque sorte. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Et pourtant, au fil des ans, Scarface atteindra le statut de film culte et influencera la culture populaire en profondeur. « 3 heures du matin. Le producteur, Martin Bregman, ne parvient pas à dormir. Une nuit comme les autres, pense-t-il. D'où vient son insomnie? L'échec des derniers films qu'il a produits, à coup sûr. Pour revenir sur le devant de la scène, redevenir bankable, il lui faudrait des projets de même envergure. Mais où les trouver? Pas dans ses tiroirs, en tout cas. Déprimé, il fixe son écran de télévision. Après avoir zappé plusieurs minutes, il tombe soudain sur le film de Scarface d'Howard Hawks, sorti en 1932. Ce long métrage relate l'histoire d'un petit malfrat d'origine italienne, largement inspiré d'Al Capone, prêt à tout pour réussir dans le Chicago de la prohibition. Un mafieux sans aucune morale, dont la folie des grandeurs le mènera à sa propre perte. Enfin, se dit Bergman, je tiens mon projet d'envergure, un remake. Toutefois, il ne voit qu'une personne en mesure d'incarner le gangster Tony Camonte, Al Pacino. Dès le lendemain, il appelle l'acteur du parrain et lui propose le rôle. Al Pacino jubile. Impressionné par la performance de Paul Muni, il souhaitait depuis toujours ce rôle. Cependant, il manque toujours un réalisateur. Naturellement, Bergman pense à Sidney Lumet, qui accepte. C'est ce dernier qui a l'idée de transposer le film dans la Floride des années 80, et donc de remplacer le trafic de la prohibition par celui de la cocaïne, de remplacer le mafieux italien par le gangster cubain, de remplacer Chicago par Miami. Il le sait. C'est là que tout se joue. C'est là qu'a lieu les évolutions de la société américaine. Car à l'origine, Miami était une ville tranquille, peuplée de retraités. Enfin, une ville balnéaire comme tant d'autres. Mais en 1975, la situation change drastiquement. Les autorités du Bahamas interdisent aux pêcheurs cubains américains de pêcher dans leurs eaux. Ces derniers se tournent alors vers le trafic de drogue. Ces exilés cubains servent alors d'intermédiaires entre les cartels colombiens et les États-Unis. La cocaïne devient à la mode, et la demande explose de jour en jour. Bien sûr, cela s'accompagne de violence. Un nouvel ordre mafieux émerge, avec de nouvelles têtes et de nouveaux codes. C'est dans ce contexte qu'a lieu l'exode de Mariel, événement par lequel débute le film. Entre le 5 avril et le 31 octobre 1980, Fidel Castro expulse 125 000 Cubains, qu'il considère au mieux comme des contre-révolutionnaires, au pire comme des déchets et de la vermine. Sur ces 125 000 personnes qui se dirigent vers la Floride, dans des navires de fortune, 2500 sont directement libérés de prison. Il s'agit de criminels endurcis, prêts à tout pour gagner de l'argent. Fatalement, un an après cet épisode, le taux d'homicide double à Miami. Quant au taux de criminalité, il augmente de 89%. Alors que les morgues se remplissent de cadavres et les cimetières s'agrandissent, la police est totalement dépassée. Forcément, les médias font le plein de sensationnalisme, qualifiant la ville de capitale nationale du crime. Le Time du 23 novembre 1981 va encore plus loin, avec en première page un titre évocateur. Un paradis perdu. Oui, Miami avait perdu sa tranquillité. Et pourtant, l'argent coulait à flot. En effet, l'argent du trafic était directement blanchi et alimentait l'économie de la métropole. On estime que 80 milliards de dollars liés à la vente de cocaïne étaient passés par Miami.
Les narcos vont alors acheter des vêtements de luxe, des villas et des Ferrari, et la nuit tombée, ils se retrouvent dans des discothèques, où ils dépensent sans compter. C'est ce spectacle exubérant qui persuade Sydney Lumet de transposer le projet en Floride. Toutefois, le scénario est loin d'être entièrement rédigé. Pour mener cette mission à bien, Martin Bregman a embauché un jeune scénariste, Oliver Stone. Le producteur est loin de s'imaginer que ce dernier va écrire l'un des meilleurs manuscrits d'Hollywood et révolutionner le film de gangster à jamais. Assis à son bureau, Oliver Stone est en lutte contre ses vieux démons. Après avoir connu le succès avec Midnight Express, l'avenir ne paraît plus au beau fixe. En effet, sa dernière réalisation, La main du cauchemar, est un échec cuisant. Devenir réalisateur, son rêve initial, ne lui a apporté que des soucis. Il se fait alors une raison, retour à l'écriture. Il en est persuadé. Scarface, c'est sa dernière chance. Toutefois, son infortune auprès du public n'est pas le seul mot qui le ronge. Depuis des années, l'auteur consomme quotidiennement de la cocaïne. Drogue alors très répandue à Hollywood. Comme il le dira plus tard, un calude pour décompresser après une journée à écrire, et de la coke pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Cela devient vite un cercle vicieux invisible. La conséquence est irrévocable. Au fil du temps, une dépendance est installée. Mais ce soir-là, elle se fait plus vicieuse encore. Voilà 2 semaines qu'il contemple son armoire. Le diable se terre là, et il le sait. Avant de partir en prison, 2 amis toxicomanes lui ont laissé un demi-kilo d'héroïne dans son placard. Dans le fond, pourquoi pas tenter? Qu'est-ce qui l'en empêche? Foutu pour foutu. Et puis pense-t-il, on peut toujours prendre de la cocaïne par-dessus, pour repartir de plus belle. Simple comme un aller-retour en ascenseur. Sortant la marchandise de l'armoire, il trouve un superbe paquet en papier ciré marron. Une corde attachée autour, prêt à être déballé. Mais à la dernière minute, il résiste. Il le sent. Il ne peut continuer ainsi. Il faut absolument quitter Los Angeles, se dit-il. N'a-t-il pas un travail de recherche à faire à Miami? C'est décidé. Il prendra son vol le lendemain. Arrivé là-bas, il rencontre alors des policiers locaux, mais aussi les procureurs fédéraux, le FBI et enfin la DEA, spécialisée dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Toutefois, il ne se contente pas seulement de s'informer auprès des hommes de loi, il contacte aussi les narcos. De manière générale, il s'implique totalement dans son travail de recherche, quitte, lors d'une soirée, à risquer sa vie. En effet, sur les conseils d'un avocat véreux, il se rend sur l'archipel des Blimini, véritable hub portuaire du trafic de cocaïne. Ne voulant pas être pris pour un flic infiltré, il se rend sur les lieux avec sa femme. Il pousse alors les portes d'un bar bondé. Très rapidement, il se retrouve en pleine conversation avec 3 Colombiens, chargés de la logistique de la marchandise. Après quelques verres, il décide de poursuivre cet échange dans une chambre d'hôtel. À 23h, entre un rail de coke et un rhum coca, Stone évoque le nom d'une de ses sources, un avocat pénaliste de Miami. L'expression faciale du chef de la bande change soudainement. Il se lève et se dirige vers la salle de bain, accompagné de son bras droit. Que fabrique-t-il, se dit Stone? D'un coup, son erreur lui saute aux yeux. Son contact avait commencé sa carrière comme procureur fédéral. Et c'était lui qui avait mis en prison l'homme dans la salle de bain. Ce dernier doit logiquement penser que Stone utilise une couverture bidon de scénariste. Que vont-ils faire de nous? Nous enlever, nous torturer, nous exécuter? Oliver imagine déjà les gros titres des journaux du lendemain. Assassinat d'un scénariste oscarisé et de sa femme dans les îles Blimini. Toutefois, une fois sorti de la salle de bain, le chef se contente d'écourter la soirée. Très nerveux, le couple rentre dans sa chambre d'hôtel, fermant la porte à double tour. Le reste de la soirée, il le passe à guetter le parking. Dès les premières éclaircies, il quitte l'archipel à tout jamais. Stone avait eu chaud. Il le savait. De toute façon, il disposait de suffisamment d'informations comme ça. Il pouvait alors commencer la rédaction du scénario. Paris, automne 1981. Dans un appartement de la rue de Longchamp, face au bois de Boulogne, Oliver Stone s'attelle au scénario de Scarface. Le choix de la ville lumière n'a rien d'anodin. Ici, pays natal de sa mère, il y a moins de tentations qu'à Hollywood. Pour dire les choses plus clairement, en ce début des années 80, la cocaïne est très peu présente sur le marché français. Comme il le dira plus tard, Scarface, c'est mon adieu à la coke. Et cet adieu, il n'hésitera pas à le couronner en faisant un opéra baroque, ne s'épargnant aucune grossièreté, bourrant le scénario de dialogue cru et de violence outrancière. Surtout, il s'inspire du film Le Trésor de la Sierra Madre de John Huston, sorti en 1948. Dans ce long métrage, le personnage principal, un clochard américain perdu dans une petite ville mexicaine, cherche par tous les moyens à sortir de sa condition de miséreux. En cela, il ressemble à Tony Montana, exilé cubain tout juste débarqué de son boat people, destiné pour le restant de sa vie à faire la plonge dans un snack miteux.
Si le personnage de la Sierra Madre choisit la ruée vers l'or, Tony, lui, se tourne vers l'or blanc, la cocaïne. Dans les deux cas, l'avidité des deux personnages, leur folie des grandeurs, leur paranoïa, vont les faire sombrer dans la folie et la cruauté. D'ailleurs, Oliver Stone poussera encore plus le parallèle en déclarant « Je trouvais génial de finir le film en l'enterrant sous une montagne de poussière d'or ou de cocaïne, qu'il s'y retrouve plongé. » Une fois le scénario terminé, Oliver Stone embarque pour Los Angeles. Si Al Pacino et le producteur Martin Bregman se montrent emballés, ce n'est pas le cas du réalisateur Sidney Lumet. Ce dernier, connu pour sa mise en scène discrète, ne se retrouve pas dans cet univers carnavalesque. De plus, le cinéaste, toujours attaché à ses thèmes de prédilection, voulait une histoire centrée sur la question de la loi et de la lutte contre la drogue. Contrairement au Scarface d'Howard Hawks, où l'action se centre sur la dualité entre la police et les gangsters, dans ce nouveau récit, la police est quasiment inexistante. Et c'est normal, car pour Olivier, tous les hommes de loi sont pourris. Tous obéissent à la force de l'argent. Ils n'ont donc plus aucune importance. Pour Sidney Lumet, c'est la goutte de trop. Il quitte le projet. La production se tourne alors vers Brian De Palma, qui est dans le creux de la vague. La radicalité du scénario va le convaincre d'accepter le projet. En effet, le film noir traditionnel, avec ses gangsters à haut de forme, son ambiance ténébreuse, ses villes froides, très peu pour lui. Un genre démodé, pense-t-il. A l'inverse, le scénario qu'il a en face de lui se présente comme une œuvre novatrice. Fini l'esthétique du film sombre. Dorénavant, le high-tech, l'acrylique, le pastel vif, les habits aux couleurs criantes et les bijoux qui scintillent deviennent la norme. Au revoir le Chicago sinistre des années 30. Bienvenue au soleil de Miami. Au revoir le mafieux sicilien. Bienvenue le narco sud-américain. Qui de mieux alors qu'Al Pacino pour jouer Tony Montana? Al Pacino, l'incarnation même du gangster à l'ancienne grâce à son rôle de Michael Corleone dans Le Parrain. Si Michael Corleone était un criminel taiseux, froid, élégant, Tony se présente comme une petite frappe colérique, vulgaire, au style vestimentaire douteux. De Palma le sait. Malgré ses couleurs clinquantes, ce long métrage s'annonce comme l'œuvre crépusculaire du film noir, celle qui fermera le cercueil de ce genre voué à disparaître. De la même manière que presque 10 ans auparavant, dans une explosion de violence, Sam Peckinpah avait mis fin au western avec La Horde sauvage. Toutefois, l'équipe du film n'est pas au complet. Il manque encore une personne, un compositeur. Pour Brian De Palma, il est hors de question de se tourner vers un orchestre. Si le Miami des années 80 vibre au son du disco, il faut donc logiquement se tourner vers ce style musical. Comme il le dira plus tard, le disco, avec son rythme répétitif, sa vulgarité, son côté bruyant, me paraissait convenir tout à fait au personnage de Tony Montana. Tony vibre littéralement au son du disco, qui devient de plus en plus répétitif, de plus en plus intense au fur et à mesure que le film progresse, et que Tony s'enfonce dans la folie. La musique sera donc composée par le roi du disco de cette époque, Giorgio Moroder. L'équipe est donc au complet, le scénario est terminé, il ne reste plus qu'à tourner le film. Quand plus tard Brian De Palma sera interrogé sur la durée du tournage de Scarface, il répondra « Le tournage a duré au moins 110 jours. Je crois qu'avec Mission Impossible, c'est le tournage le plus long que j'ai fait. Presque tous mes gros films sont longs et difficiles. Plus le tournage est long, plus vous avez des problèmes. Il arrive toujours des accidents. C'est très fatigant. » Cette citation souligne les difficultés rencontrées car des accidents, il y en a eu. Le film devait d'abord se tourner à Miami. Toutefois, la communauté cubaine ne l'entend pas ainsi. Et pour cause, elle est convaincue que le film est financé par Castro dans un seul objectif, dénigrer les exilés cubains. Face aux nombreuses menaces, l'équipe va délocaliser le tournage en Californie. Autre problème, la fausse cicatrice que porte Al Pacino ne tient pas en place. Toute une équipe de maquilleurs devront donc être mobilisés pour régler le souci. Enfin, la fusillade finale se montre particulièrement pénible, à tel point que Spielberg, ami de Brian De Palma, viendra l'épauler. De plus, Al Pacino est indisponible pendant plus d'une semaine, à la suite d'une brûlure à la main, en saisissant une mitrailleuse par la culasse. Mitrailleuse qui n'avait pas encore refroidi. Une fois toutes les prises faites, on pourrait penser que le plus dur est fait, mais il n'en est rien. En effet, le montage terminé, le film doit maintenant passer la censure. Brian présente une première fois le long métrage à la MPAA, qui le classifie X, plus de 18. Cela équivaut à un suicide commercial, car il ne pourra pas être projeté par la grande majorité des salles de cinéma. Après quelques coupes, il le présente une deuxième fois. La sentence reste la même, classé X. Une troisième fois, idem. Pour protester, le réalisateur et le producteur ont alors orchestré une immense campagne dans les médias. Finalement, face au tollé, la commission accepte la première version du film. Comme dit au début de cette vidéo, le film ne rencontre pas le succès escompté. Mais cela aurait-il pu être autrement?
En effet, Scarface constitue une critique sanglante de son époque, celle des années 80. En 1981, Ronald Reagan devient le 45e président des États-Unis. Déterminé à sortir l'économie américaine de son déclin, en la libéralisant, il va mettre en place des lois qui vont transformer la société en profondeur. Les dépenses publiques vont drastiquement baisser, les impôts sont allégés, les règles limitant l'activité économique sont réduites au maximum. Avec un tel programme, les inégalités se creusent. Les classes supérieures voient leurs revenus augmenter, les classes inférieures baisser. Le tableau est peut-être sombre, et pourtant, le gouvernement le répète. Jamais il n'a été aussi simple de devenir riche. Le message est clair, enrichissez-vous. Il ne suffit pas seulement d'être riche, il faut aussi afficher sa richesse. L'exubérance, contraire à la tradition anglo-saxonne attachée au puritanisme, devient la norme. D'ailleurs, le film montre cette fameuse exubérance. Les tenues vestimentaires sont baroques, colorées. La maison de Tony est immense, et sa décoration d'intérieur d'un goût douteux. De fait, le long métrage reprend à la perfection l'esthétique MTV, cette fameuse chaîne de clips musicaux qui a vu le jour en 1981. Le long métrage, via le personnage de Tony, reprend aussi la figure de proue de cette période, le Successman. Cet homme parti de rien et qui parvient, par sa détermination, à atteindre les sommets. Car oui, devenir riche ou rester pauvre est aux yeux de cette Amérique réganienne une affaire de volonté. Et le milieu qui incarne alors cette explosion de volonté, c'est Wall Street, véritable symbole de cette Amérique triomphante. Les Golden Boys de la finance ont certes de la volonté, mais ils ont aussi un autre outil pour leur permettre d'atteindre des sommets, une substance dont la consommation délivre une incroyable énergie, une substance permettant de travailler des jours entiers et d'atteindre des pics de productivité, la cocaïne. En effet, que ce soit dans les salles de marché de Wall Street, dans les studios d'Hollywood ou dans des laboratoires de la Silicon Valley, la cocaïne est partout. On comprend alors pourquoi Scarface n'a pas vraiment attiré les foules. Le film montre l'envers du décor. Il montre le poteau rose. Derrière la fontaine d'or se cache la drogue, ses gangsters et ses crimes. Car Tony est un successman des années 80, une incarnation du rêve américain, à la sauce Reagan. C'est un homme prêt à tout pour réussir, dans cette jungle hyper compétitive qui incarne le capitalisme des années 80. C'est un homme vulgaire, de très mauvais goût, peu instruit, pour qui seul compte la force. C'est un homme manquant totalement d'empathie, capable de tuer son meilleur ami sur le champ. Mais regardez de plus près, en quoi cela le différencie d'un grand producteur d'Hollywood, d'un programmateur informatique aux dents longues, d'un magnat de l'immobilier. Rien à part le produit vendu. Et comme ses semblables, ses autres successmen, Tony n'est jamais rassasié, il n'est jamais vraiment satisfait. Même après s'être hissé au sommet, il n'est pas heureux, et l'accumulation de biens matériels ne parvient pas à soulager sa souffrance existentielle. Comme le dira plus tard Oliver Stone, le scénariste, à propos du personnage principal, Tony réalise le rêve américain, mais il sonne creux, car il n'a pas de vie spirituelle. Il est incapable d'aimer sa femme, il n'arrive pas à la toucher, à se lier à elle. Sa capacité à imaginer une forme d'amour envers autrui a été détruite par le matérialisme qui l'entoure. Plus tard, Brian De Palma ajoutera « Scarface est une grande métaphore de la folie qui peut s'emparer de vous dans un milieu capitaliste, quand votre seul moteur est l'avidité. Plus l'univers dans lequel vous évoluez est déshumanisé, plus vous devez vous interdire de ressentir des sentiments, sinon vous êtes broyé. » D'ailleurs, la seule action morale dont fait preuve Tony, en l'occurrence quand il refuse de faire exploser une voiture, car il s'y trouve une famille, l'amène droit vers sa chute. De là on comprend l'ironie de la phrase « The world is your ». C'est un rêve lointain, inaccessible, un rêve que l'Amérique exhibe à tous, mais qui s'avère être, au final, une chimère. Et avant tout, ce long métrage est une critique à charge du système capitaliste. Le trafic de cocaïne, c'est la mondialisation, certes, dans sa version la plus sauvage, mais la mondialisation quand même. Et Tony, tout puissant qu'il se croit, ne constitue qu'un rouage facilement liquidable, et donc facilement remplaçable, comme le montre la fin du film. Le réalisateur Brian De Palma dira plus tard « J'ai aimé le scénario, car pour moi, c'était une métaphore moderne du film Le Trésor de la Sierra Madre, avec la cocaïne à la place de l'or. C'est un peu une vision dingue du rêve américain, où ce produit peut générer des millions de dollars, tout en détruisant des vies. C'est le rêve capitaliste qui perd la tête, devient complètement dingue, voué à se détruire lui-même. On l'a compris, Scarface est une œuvre radicale, sans concession, se positionnant en opposition à son époque, et même au système capitaliste. Son personnage est présenté comme un anti-héros, et plus que ça, un anti-modèle. Et pourtant, au fil du temps, Tony Montana va étendre son influence partout dans le monde, et devenir même une icône.
Les années passent. Le long métrage va progressivement gagner son public. C'est le format cassette qui permet au film de devenir culte. En effet, dans les années 80, les foyers américains s'équipent en magnétoscope et les premiers vidéoclubs voient le jour. Cette technologie permet à certains films ayant échoué à leur sortie d'être redécouverts, comme par exemple The Thing de John Carpenter ou alors Blade Runner. En parallèle, l'influence de Scarface se perçoit aussi dans les séries télé, avec Deux flics à Miami qui récupèrent l'univers esthétique du film. Plus tard, ce sera le milieu du jeu vidéo qui va s'inspirer de cet univers, comme avec GTA Vice City, dont la ville est calquée sur celle de Miami. Toutefois, le film va surtout inspirer le rap, et de manière générale, l'univers de la rue. En effet, le personnage de Tony Montana incarne pour les jeunes de banlieue un modèle de réussite à suivre. C'est un type comme eux, parlant comme eux, sans le sou, et qui parvient, par sa propre volonté, à devenir riche et à être respecté. Comme le dira le rappeur new-yorkais Nas à propos de son idole, nous sommes tous des sauvages à la poursuite du rêve américain. D'ailleurs, le code d'honneur de Tony est aussi glorifié, car il s'apparente à celui de la rue. Quant à sa brutalité, elle est perçue comme l'expression vraie de la rue, la seule permettant de sortir triomphant d'une forme de darwinisme social qui ne dit pas son nom. En 2003, le label Def Jam, où sont présents Jay-Z ou encore Public Enemy, publie une compilation regroupant des chansons dans lesquelles des rappeurs parlent de leur amour pour le film. Même en France, de nombreux artistes français comme Booba, PNL, Arsenic, IAM, Rof ou encore la Funky Family font souvent référence à Scarface, utilisant parfois des répliques du film ou des samples de la bande originale. L'univers esthétique du long métrage se retrouve dans certains clips, même, voire, dans le nom des chanteurs. Cependant, il est paradoxal de voir qu'un anti-héros, un homme détestable, se voulant l'incarnation du capitalisme dans ce qu'il a de plus brutal, puisse devenir le modèle d'une génération. Comme souvent, l'interprétation de l'œuvre originale a échappé à ses créateurs. Comme souvent, une œuvre radicalement anti-système a été récupérée par ce dernier, car depuis la société a évolué, et la culture de banlieue, d'abord marginale, est devenue dominante. Et ainsi, l'erreur a triomphé. Scarface n'est plus un cauchemar, mais un mythe, voire pour certains, un rêve. Chose intéressante, ce n'est pas la première fois que le réalisateur Brian De Palma avait réalisé un film sur cette capacité du système à récupérer les franges les plus marginales de la culture. En effet, en 1974, avec Phantom of the Paradise, le cinéaste avait déjà montré la capacité du capitalisme à intégrer en son sein des éléments à première vue antinomiques, comme le rock ou le funk. Dans ce long métrage, De Palma met en scène le personnage de Winslow, un jeune compositeur talentueux, incarnation de la pureté artistique. Ce dernier croise le chemin de Swan, dirigeant du label musical Death Records, incarnation, quant à lui, du système capitaliste. Le producteur lui vole ses compositions et enferme Winslow, l'obligeant, par un pacte faustien, à lui écrire des mélodies. L'artiste se retrouve ainsi forcé de participer à un opéra rock destiné à divertir un public dont la bestialité n'a d'égal que son désir consumériste. Ainsi, si Scarface a connu une reconnaissance à partir des années 90, ce n'est pas pour ses qualités cinématographiques, ni pour son message politique, mais bien par une lecture littérale de l'œuvre, qui a été réduite à un message simple et brutal. Pour réussir, il faut écraser les autres. Peut-on parler alors de récupération ? Je pense que oui.